Bonjour Jean Dittard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à Entretemps. On est particulièrement content de vous accueillir parce que, après avoir fait beaucoup d'entretiens avec des historiens, on voulait avoir un artiste, un auteur de bande dessinée comme vous qui vienne ici pour parler de votre travail. Donc, il est d'usage dans ces entretiens que je vous présente dans un premier temps, puis qu'ensuite on parle un peu plus de votre travail. Donc je vais présenter d'abord votre parcours. Vous êtes auteur de bande dessinée historique avant tout. Vous avez fait un DEA d'art plastique à l'université de Saint-Étienne. Donc un DEA, c'est un master, aujourd'hui un master 2. C'est l'ancienne dénomination. Vous avez aussi une maîtrise de français langue étrangère. Vous avez passé 6 mois en Erasmus à Liège, en Belgique, qui vous ont permis de découvrir vraiment la bande dessinée en prenant des cours à l'École des Beaux-Arts. Et puis, vous avez ensuite décidé, parallèlement à votre travail sur la bande dessinée, de passer le CAPES d'art plastique, puis l'agrégation que vous avez eue. Et c'est à ce moment-là que vous avez pu être publié chez Delcourt, que pour la première fois, un de vos projets a pu être publié, et ça a donné Le sourire des marionnettes en 2009. Donc, vous avez enseigné pendant plusieurs années, au fil du temps, après chaque fois plusieurs années de travail sur chacun de vos projets, vous avez publié donc Le sourire des marionnettes, puis La vision de Bacchus en 2013, Florida en 2018, et puis la dernière bande dessinée qui est parue il y a juste quelques mois, #J'accuse. Toutes ces bandes dessinées ont été publiées chez Delcourt dans la collection Mirage à chaque fois. Donc toutes ces bandes dessinées, je vais laisser de côté les tableaux de l'ombre, qui est un travail de commande de la part du musée du Louvre, qui me paraît être un moment un peu spécifique dans votre parcours. Toutes ces bandes dessinées explorent à chaque fois un moment historique précis, dans un développement chronologique. C'est-à-dire que Le sourire des marionnettes porte sur l'Iran du XIe siècle. La vision de Bacchus, c'est vraiment à la charnière entre le XVe et XVIe siècle, la Renaissance vénitienne. Florida, en plein XVIe siècle, sur la première installation de Français protestants en Floride. On va en parler un peu plus en détail ensuite. Et puis la dernière bande dessinée, #J'accuse, sur la toute fin du XIXe siècle et sur l'affaire Dreyfus. Fort ancrage donc de ces bandes dessinées dans l'histoire, fort ancrage aussi dans les images et dans l'histoire de l'art. On va essayer d'en parler dans cet entretien. Alors, première question très large et première question un peu redoutable, mais qui, je pense, s'impose quand on voit vos différents travaux. Pourquoi avoir travaillé sur l'histoire? Pourquoi cet intérêt pour l'histoire? Pourquoi cet intérêt aussi pour la bande dessinée spécifiquement historique? Alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Effectivement, le rapport à l'histoire, il s'est fait un peu, je dirais, de fil en aiguille au fur et à mesure des projets. C'est-à-dire que mes projets précédents, qui ne sont pas devenus des livres, quand j'étais plutôt étudiant, je voulais déjà faire de la bande dessinée. Je faisais déjà de la bande dessinée pour moi dans des fanzines, des choses comme ça, et j'ai déjà développé d'autres projets qui étaient plutôt contemporains. Et il se trouve que le premier qui a suscité l'intérêt d'un éditeur, c'est un projet ancré effectivement en Iran au XIe siècle, et à partir de là, ça m'a conduit à faire un travail de recherche qui était nouveau pour moi, de recherche à la fois d'un point de vue iconographique, puisqu'en plus l'enjeu du livre était d'emblée de me nourrir des miniatures persanes. Donc il y avait tout un travail de digestion d'images, en fait. Et puis en même temps, des recherches sur le contexte historique, même si l'histoire que je voulais raconter était de l'ordre de la légende, une légende bâtie quand même sur un contexte historique précis.
Eh bien, j'ai donc fait déjà ce travail-là à ce moment-là. Et puis ensuite, assez naturellement, le livre suivant m'a conduit par diverses, je sais pas, petits effets d'écho, on va dire, de rebond vers Venise, à la Renaissance. Et là, le travail ensuite dans l'histoire s'est approfondi en fait pour moi à ce moment-là, jusqu'à être, par exemple, en dialogue avec un historien de l'art qui m'a aidé à reconstituer un tableau d'Antonello de Messine, qui est aujourd'hui disparu, et qui est fragmentaire. Et donc il y a eu un travail qui est allé plus loin que uniquement l'écriture de bande dessinée et même de bande dessinée historique classique, c'est-à-dire qui cherche à recontextualiser les choses. Et donc là, il y a eu un dialogue qui a poussé une porte aussi vers le monde des historiens d'une certaine façon, et que j'ai prolongé ensuite avec Florida en allant à ce moment-là, voilà, encore plus loin, disons, dans ce domaine-là. Mais ça, c'était pas un projet d'il y a très longtemps. Je me disais, je vais faire de la bande dessinée historique, quoi. Et d'ailleurs, les tableaux de l'ombre, ce n'est pas une bande dessinée historique, c'est pas vraiment une commande dans le sens où c'est vraiment un projet personnel qui s'inscrit simplement dans le cadre, effectivement, d'une coédition avec le Louvre pour des bandes dessinées plutôt orientées sur la jeunesse. Donc c'est ça le cadre de la commande, si on peut dire, mais il s'agissait d'une carte blanche. Et pour moi, j'ai l'impression d'avoir prolongé d'une autre façon plutôt des questionnements autour des images, qui est quand même aussi un des fils conducteurs de mes livres, malgré les contextes historiques différents et les esthétiques différentes. Et c'est vrai que moi, je le sépare pas autant, même s'il n'est pas lié à l'histoire. Je le sépare pas autant de mes autres livres. Pour moi, ça fait partie de l'ensemble, disons, de la trajectoire. Alors, j'aimerais qu'on se concentre d'abord sur Florida, si ça vous convient. Même si, en fait, il y a quand même des préoccupations, des thèmes qu'on retrouve dans d'autres bandes dessinées. Alors, Florida, c'est l'histoire de cette première tentative d'installation par des Français protestants en Floride au XVIe siècle. Histoire de cette première installation à laquelle on a accès via les souvenirs du cartographe qui a été emmené avec l'expédition, qui s'appelle Jacques Lemoine de Morgue, cartographe et dessinateur, qui a donc produit les cartes sur place en Floride, et puis qui a aussi produit des dessins qu'on a perdus. Expédition qui a donc été un échec qui a laissé assez peu de traces finalement dans l'histoire. Pourquoi avoir travaillé déjà sur ce sujet-là? Comment vous êtes venu à ce sujet-là? Au départ, j'ai travaillé sur un projet différent qui ne concernait pas la question de la Floride française, qui était d'ailleurs un sujet que je ignorais complètement. Je n'avais jamais entendu parler de ça auparavant dans mon parcours scolaire ou autre. J'avais déjà un projet autour d'un cartographe qui se confronte à la réalité d'un territoire nouveau en Amérique. C'était ça qui m'intéressait, c'était la carte et le territoire en quelque sorte, une histoire de distance, à quelle distance on se situe par rapport au monde dans lequel on vit, et je m'intéressais notamment à ces cartographes de cabinet qui sont à l'écart du monde quelque part, qui ne sont pas des voyageurs, et qui recueillent des données du passé et puis des découvertes du présent, et qui en font une image et qui essaient de produire un objet qui est à la fois un objet de connaissance, mais à la fois, il y a beaucoup d'enjeux autour de la carte qui m'intéressaient, les questions de pouvoir aussi, de nommer un territoire, enfin voilà, et puis une dimension esthétique également. Et voilà, et plonger un cartographe qui est un homme plutôt d'image, de le plonger dans la réalité concrète d'un nouveau territoire et de l'aventure que ça suscite, et cette aventure qui se révèle en fait être terrible. Il y avait aussi les aspects de la rencontre avec l'autre, avec cet être inconnu pour un Européen qui était ce qu'on appelait l'Indien,
Et donc les représentations, l'imaginaire en fait qui était véhiculé par ces êtres dans les territoires inconnus qu'on voyait dans les cartes anciennes, ce rapport-là entre un imaginaire et en fait la réalité vécue m'intéressait d'essayer de mettre ça en confrontation. Donc au départ, j'étais sur un projet plutôt de fiction parce que je savais un peu qu'est-ce que je voulais mettre en scène. Comme genre de récit, mais en le mettant dans un contexte qui était un peu différent, qui était le contexte plutôt espagnol après la conquête du Mexique. Et puis au fur et à mesure de mes recherches, j'ai découvert deux cartographes qui m'ont intéressé, des cartographes français, Guillaume Le Testu et Jacques Lemoine de Morgue. Et avec la découverte de ces trajectoires personnelles, j'ai découvert aussi tout un sujet qui était ces tentatives d'expédition, alors plutôt au Brésil pour Guillaume Le Testu, et ensuite en Floride pour Jacques Lemoine. Et là, ça m'a ouvert à d'autres dimensions en fait que j'avais pas anticipées au départ. En tout cas, je savais qu'avec ces personnages, j'allais pouvoir raconter finalement, mettre en tension ce que j'avais au départ en tête. Et si j'ai choisi Jacques Lemoine, à vrai dire, c'est que en plus de ses dessins, donc de son statut de cartographe, de son expérience vraiment dramatique en Floride, eh bien, il y avait deux aspects qui m'intéressaient. C'est qu'il en a été donc un rescapé et il a fait ensuite des dessins de botanique. Et ça, c'est une dimension de l'image, de la représentation que j'avais pas dans mon projet initial, mais qui m'a vraiment passionné par rapport à cette intention de jouer sur les questions de distance. Tout à coup, j'avais un personnage qui fabriquait des images de très très près, inoffensives, jolies, qui n'étaient pas violentes, quoi, et qui lui faisaient plus voir grand-chose du monde extérieur. Et puis il y a également des gravures donc d'un graveur qui s'appelle Théodore de Brie, qui a représenté finalement l'Amérique telle qu'elle a été vue par Jacques Lemoine, ou en tout cas prétendument, puisque c'était censé être à partir de ses dessins, et on n'a pas la trace de ses dessins originaux. Et dans les choses que j'ai lues assez rapidement, notamment des livres de Franck Lestringant, je me suis aperçu que ces images, ces gravures étaient une représentation qui était très ambiguë, qui mêlait l'ethnographie, ou la proto-ethnographie, mais en même temps, disons des images très artificielles qui étaient des images composites faites de fragments prélevés ici et là dans d'autres sources et qui en fait ne représentaient pas forcément grand-chose de la réalité, par exemple, de ces peuples indiens, des Timucua, qui vivaient en Floride. Et puis ce projet-là d'édition de gravure a été fait dans un contexte en quelque sorte de propagande pour stimuler les projets coloniaux protestants en rivalité avec l'Espagne catholique qui dominait à ce moment-là l'Amérique. Donc tout à coup, il y avait encore une autre dimension au niveau de la question des images, des représentations, qui m'a passionné et qui m'a vraiment fait changer de projet en quelque sorte et partir dans cette direction, quoi. Oui, parce que vous avez tout un intérêt qu'on retrouve aussi dans Hashtag J'accuse sur la fabrique médiatique, c'est-à-dire, alors dans Florida, l'idée que l'invention de l'imprimerie se met au service de ce type d'expédition, où en fait, parler de ces expéditions, imprimer sur ces expéditions, produire des images, produire du texte, revient à en fait fabriquer du désir, c'est-à-dire que en parlant de ces expéditions, vous avez un personnage d'ailleurs qui dit « Si les publications s'accumulent, le sujet deviendra incontournable. Ce qui paraissait une idée folle passera pour l'air du temps. » Donc en parlant de ces expéditions, on les ancre dans la réalité. Donc on produit de l'intérêt de la part des puissants et des personnes qui peuvent donner des fonds en fait pour financer ces expéditions. Et donc l'imprimerie devient un moyen de créer de la notoriété et aussi des récits concurrents, puisqu'en fait on parle aussi on parle aussi de la religion protestante, religion catholique, il y a des conflits. J'ai l'impression que ça aussi c'est quelque chose qui revient dans vos travaux. Il y a des conflits de valeurs et des conflits religieux. Et l'imprimerie en fait permet de diffuser vraiment tous ces
toutes ces expéditions qui, en fait, pour la plupart, toutes peut-être, sont des échecs, fondamentalement. Ou du moins sur certains plans, au plan premier de l'implantation de colons dans un territoire donné en Amérique, ce sont des échecs. En tout cas, effectivement, par exemple, les 2 premiers volumes de cette collection de Théodore de Bry, le premier était consacré à l'expédition des Anglais en Virginie, la première expédition anglaise donc en Amérique, qui s'est révélée être un échec, exactement de la même façon que les Français. Mais l'image qui en ressort dans les gravures, elle ne traduit pas du tout le sentiment de cet échec. Au contraire, on voit plutôt d'ailleurs des bonnes relations entre les Occidentaux et les Amérindiens. Enfin voilà, il y a une imagerie aussi qui revient, qui est une imagerie de la Renaissance, hein, qui prend ses sources dans l'Antiquité, dans les postures corporelles, dans des choses comme ça. Et donc, dans les témoignages écrits, dans les sources écrites, on constate quand même le grand désarroi et l'échec terrible. Il y a eu de la famine, il y a eu finalement les Français ont fini par être massacrés par les Espagnols. Il y a eu des tempêtes, mais tout ça, la tempête, la famine, le massacre n'est pas montré dans les gravures. Et donc voilà, il y avait vraiment ce pouvoir effectivement de l'image et de la diffusion de ces images pour fabriquer des imaginaires. Et ensuite, c'est ce que je fais dire à un moment à un personnage, cet imaginaire, il va bien servir en fin de compte à ensuite être réinvesti finalement dans le réel par effectivement le désir d'y retourner, etc. Et pour moi, la continuité entre #J'accuse, qui est en fait qui n'a absolument rien à voir à première vue avec Florida, elle est là-dessus, elle est sur cette question donc cette fois-ci du monde médiatique. Dans #J'accuse, on est dans l'affaire Dreyfus, et en particulier à travers l'écosystème médiatique de l'époque, qui était la presse, et en le mettant en relation avec l'écosystème médiatique d'aujourd'hui, qui est du coup lié à d'autres outils, que ce soit la télévision, que ce soit Internet. Et donc, il s'agit quand même de montrer les représentations médiatiques, comment elles s'emparent du réel, qu'est-ce qu'elles en traduisent, qu'est-ce qu'elles racontent, et quels effets ça produit ensuite dans la société, en quelque sorte. C'est un peu, pour moi, le lien entre ces deux livres. Et dans Florida, alors vous parliez de la famine qui a touché très fortement ces expéditions en Floride. Vous avez choisi comme explication à la perte des dessins de Jacques Lemoine justement la famine, c'est-à-dire que les compatriotes de Jacques Lemoine et lui-même sont tellement affamés qu'ils mangent les dessins de Jacques Lemoine. Et vous avez choisi donc comme d'expliquer la disparition de ces dessins de cette manière. J'ai trouvé ça très frappant en fait, cette idée de manger les images. En plus, vous le faites dire à l'épouse de Jacques Lemoine, ils ont mangé tes images. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? J'ai trouvé que c'était très fort en fait comme image, justement. Alors, c'est vrai que là, pour moi, c'était un peu comme répondre par la fiction répondre par la fiction à une énigme d'histoire qui est, on ne sait pas ces dessins, quel est son rapport au dessin en Amérique. On n'en sait rien. Donc moi, tout ce que raconte dans le souvenir que fait, le récit que fait Jacques de ce qu'il a vécu en Floride, est basé sur des faits authentiques, sauf ce qui concerne son rapport au dessin. Et donc, en effet, j'ai émis cette hypothèse, en quelque sorte, que ces images étaient dévorées. Pour moi, il y avait quelque chose qui est en écho, en fait, avec presque un autre moment qui est évoqué, où la famine avait conduit dans une expédition précédente des hommes à dévorer un homme, justement, sur un bateau, pour survivre. Et là, les images sont finalement investies d'une forme d'incarnation qui va au-delà finalement de la représentation, qui devient un témoignage vraiment précieux. C'est aussi ce que dit le capitaine Laudonnière à Jacques quand il découvre toutes ces images, c'est que la seule
la seule chose qui valait le coup, en quelque sorte, dans cette expédition, c'était le témoignage graphique qui en résultait, en quelque sorte. Et le fait de détruire ça, c'était presque plus dramatique, en tout cas pour le personnage de Jacques Lemoine tel que je le représente. C'est là son véritable traumatisme, au fond, encore plus que toutes les violences endurées. Et donc il y avait oui, un enjeu autour de cette perte de l'image qui était fort. Après, il y a peut-être une partie de ça qui m'échappe aussi, qui relève de la psychanalyse, j'en sais rien. Mais... En tout cas, il y a des échos qui sont intéressants parce que ce sont des images qui représentent notamment les autochtones, les peuples autochtones. Ces peuples autochtones sont représentés donc par l'image, mais ces images sont mangées par les colons. Et dans les images ensuite produites par Théodore de Bry plusieurs années après, lui représente ces peuples autochtones comme des peuples anthropophages. Et je trouvais qu'il y avait un jeu de correspondance assez intéressant dans cette idée de manger les images de l'être humain, manger un autre être humain. Enfin, il y avait une réflexion intéressante là-dessus. Et puis pour moi, il y a l'idée aussi que les images de Théodore de Bry, elles viennent recouvrir en quelque sorte une réalité et la remplacer et la déformer, enfin proposer une représentation qui ne correspond pas du tout à la réalité. J'ai pas d'ailleurs montré ce qui se passait en Floride dans une situation directe, mais déjà dans la situation d'une confession d'un personnage qui se souvient. Il y a déjà une redigestion en quelque sorte d'une expérience vécue. Et c'est aussi les choix graphiques qui l'expriment avec des images qui sont un peu troubles, un peu floues, qui sont sous-tendues par une recherche documentaire sérieuse, mais qui finalement ne cherchent pas une représentation exacte sur les détails, je sais pas, des objets ou des vêtements. En fait, finalement, tout ça est beaucoup plus trouble que ça, et dans le résultat final. Et pour moi, il y avait quelque chose d'un peu impressionniste dans l'idée d'être plutôt vraisemblable aussi par les sensations éprouvées, par l'expression d'un corps qui a vécu des choses, quoi. Et tout ça est en fait, au bout du compte, par plein de petites facettes, une façon de revenir au fait que ce sont que des représentations qui essayent de toucher du doigt quelque chose d'une réalité, mais qui au fond nous échappe quand même et est un peu impalpable malgré tout, quoi. Et vous faites des choix graphiques justement pour raconter cette histoire qui vraiment sont inspirés des images d'époque, qui digèrent en quelque sorte les images d'époque pour les remettre à l'intérieur même de la narration. C'est-à-dire que vous utilisez les lignes de Rhum, par exemple, des portulans de l'époque. Lorsque vous parlez de l'expédition, vous utilisez aussi tous ces petits dessins d'oiseaux, de fleurs, de plantes produits par Jacques Lemoine une fois rentré à Londres. Vous intégrez comme ça les images d'époque dans la narration même, comme procédé de narration même de l'histoire. C'est vrai que le rapport, en tout cas, aux cartes et à ces lignes de Rhum qui structurent les cartes marines, ça, c'était dès le début dans le projet et ça a structuré mes pages. C'est-à-dire que une page de bande dessinée, en fait, est faite d'une sorte de croisement de lignes verticales et horizontales à la base, qui vont former des rectangles qui sont les cases, en quelque sorte. Et la différence, habituellement, il y a souvent un espace entre deux cases, et moi j'ai du coup travaillé uniquement avec des lignes qui séparent les cases, et je me suis fait une sorte de grille identique pour toutes les pages du livre qui vont se baser sur cette même grille. Alors en plus des lignes horizontales et verticales, eh bien j'ai rajouté quelques lignes de Rhum, c'est-à-dire des sortes de rayonnements comme ça de lignes, qui vont, dans ma bande dessinée, avoir plusieurs usages. En fait, c'est comme un cadre de contraintes que je me donne à la base et qui va pouvoir susciter des choses peut-être, que j'espérais diverses au fur et à mesure de la création. La première d'entre elles, c'était d'être visible en surimpression dans toutes les images, justement, des souvenirs des personnages. Et pour moi, c'était une façon de manifester dans la forme des images, du livre, une forme de cartographie mentale, en quelque sorte.
Et ces croisements de lignes, ensuite, j'ai constaté que je pouvais m'en emparer aussi pour éclater la mise en page à certains moments. Donc ça crée des effets expressifs de manière ponctuelle, mais qui me paraissaient intéressants, quoi. Et puis à un autre moment, quand le personnage raconte des souvenirs où il devient un peu au bord de la folie, là, il s'agissait même de fragmenter à l'intérieur de l'image la représentation un peu à la façon des cubistes, par exemple, mais en s'appuyant sur ces mêmes réseaux de lignes. Et ça, c'était du coup quelque chose qui est venu à un moment donné dans la fabrication, que j'avais pas forcément envisagé dès le début. Mais c'est l'idée de se donner, et je le fais un peu à chaque fois, à chaque livre, en quelque sorte, un cadre de contraintes qui sont, j'espère, fécondes. Et à partir de là, j'essaye de les exploiter, quoi. Et ça en était une. Et les images, les dessins de fleurs ou de petits oiseaux de Jacques Lemoine, je m'en suis servi pour des têtes de chapitres, pour rythmer le livre. Et puis on le voit dessiner ces images qui sont très minutieuses. Et j'avais besoin qu'on les voit vraiment. Donc c'est des copies que j'ai faites. D'ailleurs, dans le livre, les gravures sont des facsimilés. C'est les seules choses que j'ai pas redessinées moi-même. Mais voilà, j'aime bien aussi le travail. Moi, je le fais un peu à chaque livre. Le travail de la copie ou du pastiche. Jouer avec des esthétiques diverses et essayer de les faire dialoguer avec le langage de la bande dessinée. Ça fait partie des choses qui m'animent vraiment à chaque livre. Hein. Ouais. Et ce qu'on retrouve aussi dans plusieurs de vos bandes dessinées, c'est l'intérêt pour le clivage aussi, le clivage religieux, le débat d'idées, le conflit de valeurs. On retrouve ça aussi dans #J'accuse et dans Florida. Pourquoi est-ce que ça vous intéresse autant, ça structure comme ça vos travaux? On le trouve aussi dans Le Sourire des marionnettes. Dans Le Sourire des marionnettes, oui. Le Sourire des marionnettes, il y a déjà aussi le conflit religieux entre les chiites et les sunnites, effectivement. Alors, pourquoi? C'est une bonne question. Ça, j'aurais du mal à y répondre. J'avais pas forcément eu conscience de ce lien-là, en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, je saurais pas comment. Ça crée du clivage, en tout cas, et ça donne lieu à des histoires et des narrations. En tout cas, la dramaturgie, c'est du conflit qui a fait avancer un récit. En l'occurrence, #J'accuse, c'est vraiment, c'est presque une guerre par idée interposée, quoi. Donc il y a des attaques et des contre-attaques en permanence. Donc là, on est vraiment sur un rapport à effectivement des conflits de valeurs, littéralement, mais je l'avais pas envisagé forcément sous cet angle sur les livres précédents, pas de manière aussi directe. Je n'ai pas fait le lien. Voilà. Il y a autre chose qui m'a un peu frappée dans vos travaux, c'est un certain intérêt pour des histoires impossibles ou des échecs ou des ratés de l'histoire. Toutes ces expéditions, par exemple en Floride, en Virginie, ce sont en quelque sorte des ratés de l'histoire qui ont donné lieu à des choses très fécondes, mais aussi à des échecs et des impossibilités. L'affaire Dreyfus, c'est aussi l'histoire d'une impossibilité, d'années très, très chaotiques. J'ai trouvé que ça structurait aussi vos travaux dans la vision de Bacchus. Également, on a cette impossibilité de comprendre l'image et l'art. Qu'est-ce qui fait la beauté d'une image? Qu'est-ce qui fait sa valeur transcendante? Il y a quelque chose là il y a quelque chose qui heurte et qui traverse vos travaux comme ça. Alors, je dirais d'un point de vue purement scénaristique, ce sont des obstacles. Un récit, il avance forcément en but à quelque chose qui empêche. Et donc, il y a une part de ça. Et après, moi, je crois que je me suis souvent intéressé je m'intéresse assez peu aux histoires héroïques, en tout cas. Aux personnages héroïques, d'ailleurs. Non, mes personnages ne sont pas des héros. Jacques Lemoine, c'est justement typiquement un anti-héros, et sa compagne, qui était un personnage de fiction, elle rêve, à partir des cartes notamment, elle rêve de l'aventure,
que ces conditions l'empêchent de vivre. Mais en fait, l'aventure relatée par son compagnon s'avère pas du tout une aventure exaltante, et au contraire, donc il y a une sorte il y a quelque chose autour de la désillusion, souvent, je dirais, dans mon travail. Dans le Sourire des marionnettes, c'est un peu ça aussi, c'est montrer un simulacre, des jardins artificiels conçus selon le paradis, dans la légende de la secte des assassins, que j'ai développé à ma façon. Mais il y a cette question-là d'une réalité qui est finalement décevante par rapport aux espoirs ou aux rêves qu'on peut formuler. Et puis il y a aussi la question du anti-héros, même dans la vision de Bacchus. Je me suis pas intéressé aux figures, disons, lumineuses de Léonard de Vinci ou Botticelli ou aux stars, quoi. Je me suis intéressé à Antonello de Messine, qui est très très important dans l'histoire de l'art, mais qui n'est pas connu autant qu'il devrait l'être peut-être à mes yeux. Et il y a cet intérêt un peu pour je pense pour les gens ordinaires, à un moment donné, pris dans un contexte ou une frénésie. C'est pas quelqu'un d'ordinaire, Antonello, on peut pas dire ça, mais je pensais aussi au tableau de l'ombre. Le tableau de l'ombre, ça se situe dans le Louvre et ça s'intéresse aux tableaux qui sont au Louvre, mais qui sont pas visibles, connus, et qui se posent la question qu'est-ce qu'on fait au Louvre si finalement personne ne nous regarde. Et tout le livre travaille cette question-là de la valeur, de la visibilité ou de la célébrité dans la société, au-delà même du Louvre et du rapport à la Joconde, et c'est plus généralement sur le nombre de vues sur YouTube qui devient la valeur plutôt que... Voilà, enfin bon, ça joue avec ces choses-là, en fait. Et donc, oui, il y a cet intérêt pour ce qui est peut-être un peu en dessous, en retrait. Est-ce qu'il n'est pas plus simple aussi, en tant qu'auteur de bande dessinée, de travailler sur des figures sur lesquelles il y a eu moins d'écrits, dont on connaît moins la vie? Peut-être qu'il y a des interstices que la fiction peut remplir plus facilement? Ça dépend. En fait, pour le coup, #j'accuse, c'est tout à fait différent là-dessus. D'abord, c'est la première fois que je travaillais sur une histoire qui est très connue. L'affaire Dreyfus, elle a suscité évidemment des publications considérables. Et puis dans mon travail justement de prélèvement des sources, en fait, j'étais pour la première fois totalement submergé par une abondance de sources énorme. Le travail que j'ai fait, il était pour la première fois aussi un travail d'écriture qui n'allait pas vraiment vers la fiction. C'est-à-dire que l'histoire que je raconte, c'est vraiment l'affaire Dreyfus. Peut-être nous rappeler justement le sujet de #j'accuse, comment vous avez construit ce... Ouais, le livre s'intéresse vraiment au déploiement dans l'espace médiatique de l'affaire Dreyfus. Ce qui m'intéressait au départ, c'était le fait qu'une anecdote de fil en aiguille finit par concerner toute la société et essayer de comprendre pourquoi ou comment les choses se sont faites pour que le point de départ de l'affaire Dreyfus, donc la condamnation d'un officier accusé de trahison, voilà, et le fait que ce soit une erreur judiciaire, que cet événement-là finisse par, au bout de quelques années, susciter un débat dans l'ensemble du pays et à cliver voilà, une société polarisée, en fait. Voilà, comment on arrive à ça? Et c'était plutôt au départ une interrogation que j'avais sur le monde contemporain, sur l'écosystème médiatique actuel qui suscite beaucoup ces genres de confrontation, de polémique et d'amplification, enfin voilà, tous ces effets-là. Et donc je voulais d'emblée, j'ai choisi l'affaire Dreyfus pour essayer de comprendre comment, à cette époque-là, sans avoir les moyens de communication d'aujourd'hui, on en est arrivé à cet état d'excitation considérable. Et d'emblée, l'idée était de mettre en scène ça dans une sorte de dialogue, juste dans la mise en scène, sans changer le contenu de l'histoire.
dans un dialogue avec les médias d'aujourd'hui, qui était une façon aussi d'incarner des propos, puisque les textes, du coup, dans les choix de départ, les textes que j'utilise sont uniquement des textes réellement tenus à l'époque, donc écrits dans les journaux ou par des protagonistes. Et donc là, en effet, par rapport à la première question sur le fait d'aller pouvoir combler les vides de l'histoire, là, je n'avais pas grand-chose à combler. Au contraire, le problème était l'inverse, était plutôt de rendre digeste, de ne pas me perdre dans toutes les ramifications possibles de cette affaire protéiforme et énorme, et d'arriver à tenir le fil d'un récit avec tout ça, en fait. Un récit choral, mais un récit qui a quand même un point de départ et qui va quelque part. Et ce qui m'a permis de tenir ce récit, c'est d'utiliser comme fil conducteur le personnage du frère d'Alfred Dreyfus, Mathieu, qui est un peu celui qu'on va voir le plus souvent et qui va nous emmener à faire le lien entre la dimension un peu intimiste et la dimension totalement publique de l'affaire. Oui, parce que les mémoires de Mathieu Dreyfus ont été rééditées en 2017 par Grasset. Oui. L'affaire Dreyfus telle que je l'ai vécue, si je cite bien. C'est ça. Et vous utilisez comme point central, point nodal de ce livre, ce témoignage, quelques autres témoignages de Dreyfusards, de personnes qui ont vraiment soutenu Dreyfus depuis le début, ou voilà, qui ont vraiment été des figures centrales de soutien. Et ensuite, vous avez agrégé autour de ça plus de 300 extraits de journaux, de la presse de l'époque, pour former un récit qui nous raconte l'affaire Dreyfus, donc du moment où l'affaire est montée, où on découvre la supposée traîtrise d'Alfred Dreyfus, donc cet officier de l'armée française juif, puisque se cristallise aussi énormément toute l'affaire autour de ce caractère-là. Et vous n'avez en fait pas écrit un seul mot vous-même. Vous faites entièrement un travail de collage, d'assemblage, de citations, oui, autour des textes, mais autour des images aussi. Donc comment est-ce que vous avez choisi peut-être ces récits? Pourquoi ne pas avoir choisi une voix off ou Alfred Dreyfus racontant sa propre histoire? Pourquoi avoir choisi tous ces outils médiatiques pour parler de cette affaire-là? Alors la question des choix était très compliquée parce que au départ, j'avais vraiment en tête le débat public, donc plutôt tous les écrits publics de l'époque, dans la presse en particulier. Mais il y avait des dimensions qui étaient difficiles à faire passer uniquement par ça, puisqu'il y a eu toute une partie, notamment au début, d'activisme, je dirais, pour la défense de Dreyfus, qui s'est fait de manière souterraine. Et le témoignage de Mathieu Dreyfus, là, s'est avéré pour moi vraiment indispensable en contrepoint de la parole publique des journaux. Et en plus de celle de Mathieu, donc il y a eu celle de Bernard Lazare, effectivement de quelques autres protagonistes, jusqu'à Émile Zola, qui permettaient d'incarner aussi avec certaines figures des situations. Disons, il y avait quelques personnages comme ça auxquels on allait pouvoir s'attacher davantage. J'avais pas envie d'écrire d'autres textes moi-même parce que j'avais l'impression que le montage des textes mis bout à bout pouvait suffire à faire récit, en fait. Le livre, il est construit comme un documentaire audiovisuel, en quelque sorte, qui prendrait des archives par-ci et par-là, qui les mettrait ensemble dans un montage. Et donc, j'avais pas trop d'inquiétude sur le fait que ça puisse fonctionner. Ma peur, ça a été surtout le fait d'être indigeste, parce que c'était très dense. C'est un livre quand même très dense. Et qui avait... voilà, c'était la peur de se perdre. Donc, j'ai essayé de ne pas me perdre. Mais ensuite, l'enjeu était vraiment dans la transposition. Et le jeu avec les images, juste pour finir sur le rapport à ces sources, il est un peu différent que le rapport aux sources écrites, puisque j'ai navigué en alternance entre des sources visuelles d'époque,
photographiques ou dessinées qui cherchaient à être dans une représentation la plus juste par rapport à la réalité documentée, on va dire. Et puis, en même temps, sur un registre très différent, beaucoup d'images sont basées sur des images contemporaines issues d'Internet ou de la télévision et qui sont ensuite habillées, en quelque sorte, de hachures et de costumes d'époque et qui ressemblent, en fait, il y a une continuité, il y a un effet de continuité avec les autres, mais en même temps, il y a aussi des effets de familiarité avec des postures corporelles, avec des cadrages qu'on n'aurait pas pu dessiner au XIXe siècle, mais qui sont bien contemporains. Et donc c'est un peu un frottement comme ça entre deux registres différents. Oui, parce que en fait, le livre se présente dans une boîte cartonnée qu'on ouvre et qui reproduit à la fois le dispositif de la machine à écrire et de l'ordinateur. Oui. Parce qu'il y a un pad aussi d'ordinateur. Et en fait, on entre dans le livre comme dans un écran d'ordinateur. Et vous avez vraiment transposé tous les dispositifs médiatiques de la fin du XIXe siècle, donc la presse, les livres imprimés, etc., dans nos propres dispositifs médiatiques contemporains, avec par exemple des réseaux sociaux, donc les fils Twitter, les plateformes vidéo comme YouTube. On a aussi des plateaux télé, en effet, donc des émissions de débats filmés, retransmis à la télévision. Vous avez vraiment fait tout un travail de dialogue entre le passé et le présent, donc pour réfléchir à la manière dont nous-mêmes aujourd'hui fabriquons les événements en fait à travers les médias. Oui, c'est une sorte de dialogue à double sens en quelque sorte, qui à la fois est une façon de rendre présent le passé, parce que tout à coup les gens parlent, même s'ils disent les mots d'hier, ils ont l'air d'être vivants là aujourd'hui, là maintenant dans le temps de la lecture. Et puis à travers des dispositifs contemporains avec lesquels on est familier, on a une consommation de l'information aujourd'hui qui est multiple. Éclatée, oui. Et du coup, c'est une forme de lecture qui correspond à l'expérience qu'on a aujourd'hui de la façon de consommer de l'information. Je dis consommer avec des guillemets, mais c'est quand même ça, et il y a un effet de cet ordre-là. Et en fait, à l'époque, il y avait aussi, avec le journal, parfois une vraie consommation de l'information également. Et au point que dans un des textes que j'ai trouvé, j'étais surpris de découvrir un personnage qui raconte, qui fait un article pour dire je suis parti à la campagne parce que je voulais me déconnecter, entre guillemets, de cette affaire qui me sort par-dessus la tête. Et il part à la campagne, mais malgré tout, au bout de 2 jours, il est déjà dans l'addiction de vouloir savoir où ça en est, ce procès de Rennes. Donc il raconte ça, et je trouvais que c'était un comportement très surprenant pour la fin du XIXe siècle. Ça me paraissait tellement actuel comme genre de comportement. Et donc, quand je tombais sur des choses comme ça, j'avais le sentiment que mon intuition du dialogue entre les deux époques, c'était assez fécond, en fait. Voilà. Et donc, c'est vraiment dans les deux sens, parce qu'effectivement, d'une part, ça nous permet d'avoir une fenêtre ouverte sur le détail de ce qu'on disait vraiment dans l'affaire Dreyfus, et comment les choses se sont... par quel rouage les choses sont allées comme elles sont allées, mais en même temps, c'est bien sûr une façon de mettre en perspective notre débat public présent depuis le temps de l'affaire Dreyfus, et il y a aussi beaucoup d'effets de résonance, que ce soit en termes des effets médiatiques ou par exemple la question des biais de confirmation, d'aller s'emparer juste de l'information qui arrange vraiment le cadre idéologique qu'on veut défendre, et toutes les ornières vers lesquelles ça mène. Ce sont des choses qu'on voit très bien, qu'on peut distinguer à des moments précis dans l'affaire de l'époque, mais qui bien sûr vont s'appliquer aujourd'hui sur plein de plans. Mais donc ça, c'est disons des effets sur le plan des effets médiatiques, mais il y a aussi sur le plan des contenus idéologiques, par exemple du nationalisme et de tous ces discours identitaires
les propos tenus par Barrès, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, eh bien, il y a encore des résonances très très fortes, évidemment, avec le débat public, le climat actuel, quoi, en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Et alors, ce qui m'a assez intriguée et fascinée aussi, c'est à la fois votre goût pour l'enquête historique, manifestement, mais aussi pour la restitution des sources, c'est-à-dire que vous donnez les clés, comme le ferait un historien, vous donnez les clés pour qu'on aille retrouver les sources que vous avez utilisées. Alors, pas les images, parce que là, c'est trop complexe, je pense, mais les journaux, les sources écrites, vous faites en sorte qu'on puisse les retrouver, notamment via une appli de réalité augmentée qui a été développée par Delcourt, qu'on peut installer sur son téléphone, et on peut passer son téléphone sur les pages de la bande dessinée, et ça nous emmène sur la feuille imprimée du journal que vous citez dans votre bande dessinée, qui vient se superposer sur la bande dessinée. Pourquoi avoir eu à cœur de donner accès aux textes originaux, de permettre comme ça aux lecteurs qui le voudraient de retracer toute la fabrique, votre propre fabrique en fait, de ce livre? Alors, il se trouve que la maison d'édition Delcourt avait déjà cette application qui sert sur d'autres livres également. Et donc la question s'est posée à un moment donné, est-ce qu'on s'en empare sur ce livre-là ou pas ? Et ça m'est apparu comme une évidence, à vrai dire, de s'en emparer de cette façon-là. C'est-à-dire que le livre, effectivement, est sourcé à chaque page, et on disait que la page ressemble à un écran d'ordinateur, et effectivement, il y a comme une barre d'adresse URL en haut de page, à chaque page, dans laquelle est citée la source du contenu de la page. Et donc, moi, j'ai travaillé essentiellement à partir des journaux numérisés par la BNF, et du coup, ça paraissait presque comme une évidence d'exploiter cet outil pour donner accès immédiatement, directement à la source. Et en plus, mon livre étant un jeu hybride entre le livre physique, papier, voire le journal, puisque même la texture du papier, elle joue avec le journal, et en même temps avec l'écran, avec l'ordinateur, donc ça me paraissait vraiment stimulant d'aller au bout de la démarche de l'interactivité réelle, en fait, qu'on pouvait faire. D'autant que le petit paradoxe étant que dans l'écran, ce qu'on voit, c'est finalement un journal du 19e siècle numérisé, mais enfin voilà, il y a une inversion entre ce qui est entre l'objet physique, l'objet numérique. Et donc c'était, oui, c'était ça me paraissait très approprié. La question de la source, en plus, elle est sur ce projet-là. C'est presque quelque chose d'une sorte d'éthique sur cette histoire-là, qui joue beaucoup avec les rumeurs, avec la distorsion de la réalité. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news ou la post-vérité, enfin ce genre de choses. Donc d'avoir tout le temps la source présente à chaque page, et le fait de rendre accessible aussi facilement, c'est-à-dire que du coup les gens peuvent vérifier que ce que j'ai mis dans la page, ça correspond bien à la réalité de ce qui était écrit. Et puis ça donne aussi après, c'est ouvrir aussi des possibles, c'est-à-dire qu'on peut aller lire l'ensemble de l'article quand moi j'en prends qu'un extrait. On peut aller lire les pages 2 ou 3 du journal. Enfin, ça peut. Après, je ne sais pas de quelle manière les uns et les autres peuvent s'en emparer, mais c'était un outil possible, accessible. Ça m'a paru assez intéressant de le mettre. Et puis, de manière générale, c'est vrai que j'aime beaucoup, finalement, comment dire, par rapport à la création, à la cuisine que c'est de faire un livre. J'aime bien le transmettre, donner une porte ouverte à cette cuisine. Encore une fois, ça correspond un peu à ce que je disais par rapport à Florida sur la question du fait que ce que je fais au bout du compte n'est qu'une représentation, et que je ne suis pas si différent de Théodore de Bry. Eh ben, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que je trouve toujours intéressant de comprendre voilà, quels sont les ingrédients
quelle était la démarche, quelles sont les préoccupations de l'auteur et puis voilà, ça fait partie, c'est presque le sujet de mes livres et du coup ça fait partie aussi intégrante de la démarche. Mon site internet il sert un peu à ça. J'ai un site internet où c'est comme un carnet de recherche en même temps où du coup je déploie mes sources et ça permet d'avoir cette porte ouverte pour ceux qui ont envie de creuser, quoi. Et quel travail vous avez fait avec les historiens, que ce soit sur Florida ou sur #J'accuse? Vous avez travaillé avec Franck Lestringant, par exemple, ou des historiens spécialistes de l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Pourquoi avoir choisi de travailler vraiment avec des spécialistes? Alors la question s'est pas posée de la même façon pour les deux livres, puisque pour #J'accuse, j'ai pas vraiment travaillé en lien avec des historiens. C'est plutôt sur la fin que j'ai fait relire à Philippe Auriol, qui est un des grands spécialistes de l'affaire Dreyfus. Et j'avais pas eu besoin sur ce livre-là parce que je savais assez précisément comment j'allais pouvoir travailler. Je savais où trouver les sources. Elles étaient tellement abondantes et faciles d'accès. Donc j'avais pas tellement de difficultés là-dessus. Je me suis servi par contre notamment de son livre, l'histoire de l'affaire Dreyfus de 1894 à nos jours, qui était une grosse somme qui s'appuyait beaucoup sur les archives de presse et donc qui m'a permis de ne pas me perdre totalement dans ce foisonnement de sources. Donc bien sûr que le travail des historiens était très important pour moi, pour orienter mon travail, mais ça n'a pas été un échange réellement pour la création du livre. En revanche, effectivement, sur Florida, j'ai tout de suite pris contact avec Franck Lestringant, que j'avais identifié comme le grand spécialiste du domaine. Et par chance, il m'a répondu très amicalement et on a échangé. Il m'a donné accès à beaucoup de choses, notamment à la traduction du témoignage de Jacques Lemoine, qui était alors en latin et qui n'était pas forcément intégralement disponible en français. Et lui, il avait fait ce travail. Il était en train d'écrire donc un livre sur lui, sur le même personnage. Et du coup, on a travaillé. Lui, il faisait son livre de chercheur, de scientifique. Moi, je faisais ma bande dessinée et on était en dialogue régulièrement, en fait, en parallèle. Il a relu plusieurs étapes de mon travail. Et puis à la fin, il m'a fait l'amitié d'une postface plutôt. Donc ça a été pour moi très important. Et puis en dehors de Franck Lestringant, du coup, je m'étais mis en lien avec d'autres spécialistes de telle ou telle discipline sur différents aspects du livre, quoi, sur la fortification du XVIe siècle, par exemple, ou voilà, sur les Timucua aussi en Floride. Et ben à chaque fois, c'était des sources qui m'ont beaucoup nourri, en fait. Voilà. Et ça, je l'ai fait parce que j'avais eu l'expérience du tableau, de la reconstitution de tableau pour la vision de Bacchus dans le livre précédent, qui m'avait décomplexé un peu sur l'idée d'aller rencontrer des spécialistes. Parce que finalement, je me suis aperçu que ça avait été tellement fécond, cette expérience-là, que j'avais rien à perdre à oser envoyer un message. Si jamais on ne me répondait pas, c'est pas grave. Et si on me répondait, en fait, ce qui pouvait s'ouvrir comme porte, c'était tellement fantastique. Et puis tellement enrichissant, j'ai appris énormément aussi. Enfin, c'était vraiment passionnant, quoi. Vous aviez des craintes avant un peu intimidé, oui, parce que... Et puis parfois, on pouvait avoir... Surtout, la bande dessinée était pas... Maintenant, ça a bien changé, mais souffre d'un manque de reconnaissance culturelle, historiquement, on va dire. Quelque chose pour l'enfance, ou une sous-culture. Enfin, dans le monde de la recherche scientifique, on pouvait craindre des réticences. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Au contraire, il y a beaucoup de curiosité et de... Enfin, les représentations sur ce que peuvent faire la bande dessinée ont beaucoup changé aussi, quoi. Heureusement. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ? Pas particulièrement. Merci beaucoup, vraiment, en tout cas, pour cet entretien, cette invitation.